Alors, mesdames, messieurs, je suis professeur d'éducation physique. J'ai fait, pas marcher, j'ai fait courir des adolescents toute ma vie. Quand j'ai choisi de devenir professeur d'éducation physique, je ne savais pas dans quoi je m'embarquais. Mais je peux vous dire que la première école où j'ai mis les pieds pour remplacer un congé maternité en janvier 1965, c'est dans la toute petite école de Saint-Angèle de Laval. Et comme je demeurais à Sorel, alors je prenais le bus et je venais passer la semaine en pension là-bas. Et c'est comme ça que j'ai eu la piqûre, la joie de faire découvrir aux enfants, et non pas moi de leur dire ce qu'ils devaient retenir par cœur, non, de leur faire découvrir des choses qu'ils ne savaient pas. Et je ne savais pas à l'époque, moi, que l'ennemi numéro 1 de l'humanité, c'est l'ignorance. Et le plus vieux métier du monde, c'est pas prostitué, c'est enseignant, enseignante. Parce que la première chose que les mamans font, et toutes les mamans du monde le font, c'est apprendre aux enfants des choses et c'est enseigner. J'arrive ici, moi, mesdames, messieurs, grâce à l'invitation de l'AREC. Ils ne savent pas à quoi s'attendre. Ils m'ont déjà rencontré, ils m'ont serré la main, ils m'ont déjà entendu parler quelques minutes. Eh bien là, ils ont pris la chance de me faire traverser un fil et de faire l'aller-retour plusieurs fois et de réussir à rester debout sur le fil. Et je veux vous convaincre en 1h30 que vous pouvez, vous aussi, traverser sur le fil. Et quand je vais vous parler de quoi il s'agit, vous allez vous dire c'est impossible. Eh bien, si, c'est possible. Et pourquoi je suis certain de mon coup? Et que j'ai réussi à le faire faire à une espèce terrible, des adolescents. Quand tu es adolescent dans une classe, la première chose que tu dois savoir comme professeur, c'est que tu es dépassé. Tu es une vieille picouille. S'ils sont polis, ils vont t'écouter. Si tu es vraiment très intéressant, alors là, ils vont changer d'idée sur les vieilles picouilles. Mais je prends la peine de vous dire que je suis vieux. Je l'explique maintenant aux élèves dès la première fois que je leur parle. Je suis vieux. Chaque matin, depuis que je suis au monde, je décide. Est-ce qu'aujourd'hui, je vieillis d'une autre journée ou je meurs? Et jusqu'à maintenant, j'ai choisi de vieillir. Alors qu'ils perçoivent le mot vieux comme étant un reproche, un handicap. C'est une chance formidable d'être vieux. Sinon, je n'existerais même plus. Mesdames, Messieurs, l'aventure dans laquelle je vous amène avec moi est une aventure exploratoire. On va découvrir des choses. Certaines personnes parmi vous connaissent déjà ces choses ou peut-être soupçonnent que ces choses existent. Mais à travers toute la conférence, il y en a tellement d'ingrédients que c'est sûr que certains d'entre eux vont être pour vous une découverte. Alors, je vous souhaite un excellent voyage dans la galaxie Internet. Vous avez pris connaissance du titre de la conférence qui est là. Quand j'accepte de donner une conférence, je demande qu'on me donne un titre et je me sens obligé ensuite de livrer la marchandise qui apparaît dans le titre. Et ce n'est pas une petite commande que j'ai reçue, c'est une grosse commande. Et plus elles sont difficiles, plus elles sont excitantes. Entre les 3 pays qui sont là, un écran pour servir, un écran pour desservir. Là, il ne te rend plus service. Il te nuit. Et le 3e territoire qui s'appelle l'écran pour asservir. Cet écran, c'est le même. Servir, desservir et asservir, toujours le même écran. Mais quand tu passes d'un écran qui te rend service jusqu'à un écran qui te dessert, il n'y a pas de ligne qui t'avertisse. Il n'y a pas de douanier à la porte qui dit « Attention,
Vous venez de vous servir de votre ordinateur pendant 15 minutes. À partir de maintenant, vous êtes en danger. L'appareil peut travailler contre vous. Quand tu es adolescent, vous savez, le slogan préféré des adolescents, c'est « Wouah! » Il n'y a rien là, ça, c'est beaucoup trop de vocabulaire pour rien. Il faut que ça soit court. Wouah! Inquiète-toi pas, papa. 3 territoires. Et pourtant, pour fixer la frontière entre le Canada et les États-Unis, vous le savez qu'il a fallu plusieurs dizaines d'années. Pas 1 ou 2 discussions autour d'une table civilisée. Non. On envahit, on attaque, on subit des morts, des décès, on se retire. L'autre côté de la barrière tente la revanche, attaque, encore des décès, des morts et des innocents qui meurent. Et après des décennies, les 2 pays disent, écoutez, on a perdu tant de personnes, vous avez perdu tant de personnes, on s'assoit et on s'entend ensemble pour fixer une frontière. Alors la frontière, c'est le résultat du rapport de force entre les 2 armées. Dans les 3 territoires qui sont là, l'écran qui sert, l'écran qui dessert et l'écran qui asservit, l'autre camp, on ne le voit jamais. Il est toujours bien caché dans l'obscurité. Et je prends l'image de la Lune. Si on est en admiration pour la Lune, si on fait des chansons à la Lune parce qu'on est tombé en amour telle date au clair de lune, on parle du côté le plus clair. Le côté obscur, il fait très froid. On peut passer rapidement, mais on ne peut pas envoyer quelqu'un rester là longtemps. C'est trop froid. Et en plus, on voit mal, c'est obscur. Dans les 3 royaumes qu'on va visiter aujourd'hui, vous retenez que la seule différence, c'est BES pour le royaume 2 et AS pour le royaume numéro 3. Servir, desservir, asservir. C'est pas grand-chose, 2 petites lettres de rien du tout. Je suis invité ici parce que je veux témoigner auprès de vous. Est-ce que quelqu'un dans cette salle a déjà enseigné? Allons-y, allons-y, je veux vérifier si le bras lève encore. Eh bien, merci. J'ai survécu à aller dans des écoles. J'ai rencontré des centaines d'étudiants adolescents. Et quand j'ai eu fini ma conférence, chaque 5 minutes, j'arrête, je pose une question, ils écrivent leur réponse. La dernière question, c'est toujours la même. Tu écris quelques mots au directeur de ton école et tu lui donnes ton avis. Est-ce que le directeur devrait réinviter une autre fois l'année prochaine ce conférencier québécois? 98% des cas, les élèves disent « Monsieur le directeur, invitez-le ». Qu'est-ce qui leur est arrivé? Je ne les ai pas hypnotisés. Ils se sont amusés à écouter quelqu'un qui leur pose des questions qui font travailler leurs neurones. Alors que les écrans qu'ils ont regardés depuis qu'ils sont au monde, les neurones sont déjà tout connectés. Tu n'as rien que besoin de t'écraser puis d'obéir. Tu n'as surtout pas besoin d'un jugement critique. Parce que si tu as du jugement critique, tu vas avoir moins de plaisir à regarder les écrans. Tu écoutes, tu regardes et tu applaudis, tu es content, tu as consommé. Je commence cette conférence. La théorie sur laquelle se fonde tout ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est augmenter le pouvoir des jeunes sur un objet qui devrait être un outil. Or, cet outil, il n'est pas tranquille, il n'est pas docile, il en veut toujours plus. Et ce qu'il veut, c'est prendre le contrôle de ton attention. Attention. C'est devenu une marchandise.
un outil à la fois fantastique, on l'admire, il est puissant, il nous donne des nouvelles de l'Australie en temps réel. On peut avoir les images du trafic routier sur une route d'Australie à l'heure où on se parle, en même temps qu'on se parle. Et la personne assise à côté de vous est capable d'avoir des images du pôle Nord. C'est fantastique. C'est séduisant. On l'aime tellement qu'on ne peut plus s'en passer. C'est dangereux. Mais les dangers, quand est-ce qu'on nous en parle? Oh non. L'industrie du numérique a trouvé des experts qui viennent donner des entrevues à la télé et qui vont dire, franchement, en regardant dans le blanc des yeux la personne qui pose la question, il n'y a aucun danger. Oui, c'est sûr, il regarde trop longtemps, mais c'est temporaire. Ça va bientôt finir. C'est pas grave. Et puis les traces que ça va laisser, c'est minuscule. Ne vous inquiétez pas, cher papa, chère maman. Laissez-les, vos enfants, s'enfermer, s'endormir à 4 heures du matin après avoir joué à, quand ils sont petits, Candy Crush. Ou après avoir regardé des scènes pas toujours honorables d'amour entre adultes. Ne vous inquiétez pas, chers parents. Alors, vous avez devant vous un homme qui ne s'inquiète pas, mais qui sait qu'il y a un danger. Je ne veux pas rester accroché à m'inquiéter. Moi, je veux intéresser les gens à comprendre que, oui, il y a matière à s'inquiéter, mais oui, nous allons aborder ce problème-là avec la certitude que nous allons traverser sur le câble avec la brouette. Nous allons réussir à donner aux jeunes le pouvoir sur la technologie. Comme je dévoile régulièrement beaucoup d'inconvénients des écrans, il y a toujours quelqu'un dans toutes les salles où je vais. Habituellement, c'est la personne la plus mordue de son téléphone. Et cette personne me dit, « Monsieur Brodeur, je trouve que vous diabolisez les écrans. » Alors, je ne me fâche pas. Je sais très bien que quand les Européens sont arrivés chez nous, ici, les Indiens étaient convaincus que quand il faisait mauvais temps, ils étaient convaincus que le grand Manitou était fâché. On sait aujourd'hui que le grand Manitou n'était pas fâché du tout. Ça n'a aucun rapport. Manitou, mauvaise température, aucun rapport. Alors aujourd'hui, moi, je ne viendrai pas vous dire que la technologie, c'est un démon. Non. C'est une industrie prospère, parmi les plus riches au monde, des industries technologiques. Et ces industries, nous allons étudier les rouages qui leur permettent de faire autant d'argent chaque année. S'ils sont devenus les plus riches au monde, il doit avoir une façon de procéder qu'on a intérêt à comprendre. C'est ce que j'explique à des adolescents. L'outil qui nous transforme en accro, en dépendant, ce n'est plus un outil, c'est un tyran. Je fais mon préambule avec des petites images de choses qui se déroulent en ce moment. Les dommages collatéraux de l'exposition des jeunes cerveaux aux écrans, les dommages collatéraux, j'ai pris un langage militaire intentionnel, on va larguer des milliers de bombes dans des pays, et puis quand on nous apprend qu'il y a 2 hôpitaux qui ont sauté avec aucun soldat à l'intérieur, aucun méchant dans l'hôpital. L'hôpital est sauté. Le gouvernement des États-Unis nous dit « On n'a pas fait exprès, on vous demande pardon, on n'avait pas le choix, c'est une erreur de tir. » Un dommage collatéral. Il y a aussi des dommages collatéraux à l'utilisation du numérique. Il y en a plusieurs. Moi, avec vous, je vais en étudier 7 aujourd'hui. Les voici. Les 7 dommages que je vais passer rapidement en revue avec vous. Oui, les écrans peuvent nous rendre violents. Oui, ils peuvent nous rendre esclaves.
Oui, quand un enfant a regardé beaucoup les écrans, y compris la télé, quand ils étaient petits, avant l'âge de 5 ans, plus ils ont passé de temps devant les écrans, plus cet enfant est à risque de souffrir du déficit de l'attention en arrivant à 8 ans, 9 ans. Plus d'années devant les écrans, plus de temps par semaine devant les écrans, plus de risque du déficit de l'attention. Bien sûr, quand tu n'es plus capable de rester attentif, tes notes à l'école diminuent. Et quand ils diminuent en secondaire 1, et encore en secondaire 2, et encore en secondaire 3, n'importe quel jeune adolescent regarde par la fenêtre pendant qu'il est dans la classe et il s'imagine qu'en dehors de l'école, c'est la liberté. Je vais pouvoir faire ce que je veux. Et une des phrases qui me fait le plus mal chez les adultes d'aujourd'hui, l'école n'est pas faite pour lui. L'école n'est pas faite pour lui. C'est l'école qui est mal faite. Le temps qu'il a passé devant la télévision, avec des neurones qui se font connecter par des émissions de télé, ça, pas un mot. Malgré que, d'après moi, d'ici 2-3 ans, il va arriver des gens qui vont dévoiler le poteau rose. Sédentarité. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui trouve que c'est pas grave si mes enfants passent autant de temps assis à regarder des écrans? Tout le monde est unanime à dire qu'il ne passe pas trop de temps assis. Sédentarité. Le 6e, plus délicat et encore plus dramatique, c'est la perte d'empathie. Plus tu as vu de films violents, plus tu as regardé des nouvelles où tu vois des milliers de personnes mourir, plus tu as été témoin, plus à l'intérieur de toi, tu perds le pouvoir de porter secours aux personnes autour de toi qui souffrent. Et les élèves de nos écoles secondaires, la plus belle et tranquille école privée secondaire de Drummondville, je connais les paroles méchantes les plus cruelles prononcées par les élèves. J'ai fait tellement de sondages. Salope, pétasse. J'arrête là parce que je ne veux pas vous augmenter le catalogue. Il y a quelqu'un qui fait dire ces paroles-là à l'école. Il y a la personne qui prononce cette parole-là à l'endroit d'une fille, la plupart du temps. Et les copains du gars, ils disent à leurs copains, « C'est pas gentil ce que tu viens de dire. » Pas du tout. Ils rigolent. Ils ont perdu l'empathie, le pouvoir de porter secours aux personnes qui souffrent. Oh, j'avais oublié mon 7e. Confirmé encore par une étude qui vient de sortir il y a 1 mois. Augmentation rapide du taux de dépression et de suicide chez les jeunes, surtout majoritairement des filles, augmentation rapide au cours des 2-3 dernières années. Et quand on demande aux chercheurs, avez-vous gratté pour savoir ce qui avait occasionné ces suicides-là, on se rend compte que plus il y a de tentations de suicide chez des filles, plus elles passaient de temps sur les réseaux sociaux. Bien sûr, il y a quelqu'un qui vous dira rapidement, mais c'est une corrélation, ce n'est pas nécessairement un facteur causal. Ça fait quand même beaucoup de coïncidences. Plus agressif, plus dépendant, moins d'attention, plus d'abandon scolaire, jeux vidéo, gagner des points à tuer des personnages qui n'existent pas. C'est pas grave, papa, c'est pas grave, papa. C'est un jeu. Puis tu sais bien, maman, que je n'irai pas tuer quelqu'un parce que j'avais un pistolet. On n'a pas peur que tu aies tué quelqu'un. Ce qu'on sait, c'est que plus tu passes de temps sur ces jeux, plus tu perds ton pouvoir d'empathie. L'autre raison pour laquelle on m'invite dans des écoles secondaires de France, c'est que j'ai inventé un stratagème éducatif, pas coercitif, pas répressif, un stratagème pédagogique pour que les jeunes eux-mêmes développent la motivation de garder les écrans fermés. C'est eux-mêmes qui fabriquent dans leur cerveau, avec leurs propres neurones, avec les informations que je leur fournis,
et la proposition de livrer un match contre des professionnels, c'est eux-mêmes qui décident comment ils connectent leurs neurones et qu'est-ce qu'ils vont faire pour remplacer les écrans. On joue un match qui ne dure pas 1h30, un petit match de hockey, 1h30, un match de football du Super Bowl en fin de semaine passée, c'était vite fini. C'est 4 quarts de 15 minutes, 1 heure de match. Oh non, nous, c'est un vrai sport extrême, qui dure 10 jours. Et c'est tous les élèves de l'école ou du collège, tous les élèves qui font partie de la même équipe, et nous allons affronter, mes amis, des professionnels payés mieux que ton papa et ta maman, bien payés pour garder des enfants assis le plus longtemps possible et le plus souvent possible. Ils sont payés pour ça. Les gens qu'on ne voit jamais, qui préparent les émissions et qui préparent les messages publicitaires, ils sont payés pour chercher des nouveaux trucs, pour te faire venir asseoir devant l'écran et te garder scotché, collé, enchaîné à l'écran. Ils sont payés pour ça. Nous allons leur infliger, mes chers amis, une raclée. Vous pouvez répéter? Raclée. Leur infliger une raclée. Sans jamais se fâcher. Il y a un petit garçon qui me dit, moi, je vais gagner les 10 jours sans écran. Moi, je vais prendre le marteau, mon papa, puis je vais casser la télé. Les élèves de la classe rigolent. J'ai dit, mais écoute, quand tu joues au foot, le soccer, là-bas, c'est le foot. Si tu joues au foot, toi, puis le gardien qui arrête tous tes tirs au but, il t'empêche de marquer des points. Tu apportes le marteau de ton papa, toi, au match, et tu frappes le gardien. Tu penses que tu vas marquer des points? Ben non, tu vas perdre le match. Tu vas être sorti du jeu. Moi, je veux que tu casses absolument rien, mais que tu deviennes plus fort qu'eux. Tu es capable, je vais t'expliquer comment ça marche. Je suis ton coach, tu es mon joueur. Le monde d'aujourd'hui, mes chers amis, ce sont des photos de choses qui ont pu se passer hier. Les choses que vous voyez là. J'ai mis 2 extrêmes. Les personnages de la plus petite photo en haut, les personnages, on les a vus souvent. Les personnages qui sont sur l'image du bas, je gage que vous n'avez jamais vu l'image de ce papa. Vous n'avez jamais vu les mains de son petit garçon accrochées au fil barbelé entre les piquants. Vous n'avez jamais vu la main de ce papa qui est tendue vers, on ne sait pas qui, mais qui demande visiblement de l'aide. Est-ce que c'est de la nourriture? Peu importe. Ça se passe, mes chers amis, aujourd'hui. Je vous ai pris 2 photos de navires sur la même mer Méditerranée, prises à quelques jours d'intervalle, peut-être même le même jour. Sur le vaisseau du haut, des misérables qui fuient la Libye en espérant que leur bateau va pouvoir se rendre jusqu'en Italie. Si les gardes-côtes les interceptent, ils vont retourner le bateau en Libye, et parmi eux, ben, les Noirs vont devenir des esclaves, on va les vendre sur le marché. Ça se passe aujourd'hui, ça, mes amis. Sur l'image du bas, vous avez le bateau d'un homme qui fuit lui aussi. Et fuit le fisc. Essayez de lui faire un procès pour savoir comment est-ce qu'il a fait pour payer ce bateau. Je vous jure que ces avocats vont être tellement forts que les avocats vont convaincre le jury composé de 12 d'entre vous et que les 12 vont avoir un doute et vont le déclarer innocent. Voici un homme qui a les moyens de se payer un bateau qui vogue sur la même mer Méditerranée et qui se sauve avec son argent. Il pense que c'est son argent, c'est notre argent, c'est l'argent du peuple dans un pays quelconque, et il va le cacher pour ne pas payer d'impôts. Et pendant ce même temps-là, dans ce même pays, le gouvernement explique à la population,
qu'on n'a plus les moyens de payer des hôpitaux et des médecins et de l'école. Ça coûte beaucoup trop cher. C'est sûr que ça coûte beaucoup trop cher. Le gars qui devrait payer ses impôts va cacher l'argent. Et nous, on veut envoyer nos enfants à l'école. Je ne les ai pas inventées, hein? Elles n'ont pas été trafiquées, ces 2 photos. Vous avez bien noté? Je vous laisse juger. La flûte enchantée qui envoûte les gens, et les gens, un à un, s'enfoncent dans l'eau de plus en plus profonde, et ils ne se rendent jamais jusqu'à la flûte, jusqu'à la flûte. Ils périssent dans l'eau. Je vous ai mis cette image. Un gars de Sorel. C'est sûr qu'il est obligé de changer son nom pour faire carrière de scientifique. Mais c'est un gars qui a grandi à Québec, à Sorel. On allait à la même école, tous les deux. Et voici que cet homme reconnu comme génial mondialement nous lâche une phrase comme celle qui est là. Il y a 2 choses infinies, la bêtise humaine et l'univers. Et pour l'univers, je ne suis pas certain que c'est infini, sous-entendant que la stupidité humaine. C'est notre ennemi, ça, nous, enseignants. C'est notre ennemi à nous, ça, enseignants, la stupidité humaine. Et c'est l'inquiétude de tous les papas et de toutes les mamans. C'est la fin du préambule. Je vous laisse lire la raison d'être de ma présence ici et de l'invitation que je reçois ici et là, partout, école privée, école publique, anglais, français. On est en 1986. Je vous fais une petite histoire rapide, ultra rapide. L'année internationale de la paix, ce n'est pas nous, les enseignants québécois, qui avons inventé ça. C'est l'ONU qui décide que 86, ça va être l'année de la paix. Puis ils émettent un communiqué qui s'en va à la grandeur du monde, dans tous les pays. Dans notre Québec natal, nos syndicats d'enseignants voient passer le communiqué. Et ils se disent, nous, au Québec, enseigner, c'était un travail bénévole pendant des siècles. C'était les prêtres, les sœurs, les frères qui enseignaient avec vœu de pauvreté, donc tout l'argent allait à la communauté. Nous, on arrive avec la Révolution tranquille et on veut que ce soit notre métier, notre profession. On est donc les premiers à passer à la caisse et à dire à monsieur, madame le gouvernement, éducation pour tous, on est d'accord, vous allez payer honorablement les personnes qui font le travail, c'est nous. C'était nous, ça, en 1965. Révolution tranquille. On décide donc, notre syndicat décide de proposer au ministère de l'Éducation de l'époque, qui était Claude Ryan. On les connaît-tu, les défauts de Claude Ryan? Ben oui. Mais il ne faut jamais omettre de prendre note de ses grandes qualités. Et lui, Claude Ryan, dit, la centrale des syndicats du Québec, qui s'appelait la CEQ à l'époque, veut s'aligner l'année de la paix, comme l'ONU le demande. Le ministre dit d'accord. Le ministre envoie un message à toutes les commissions scolaires du Québec. Et la CEQ envoie un message à tous ses syndicats à travers le Québec. Et les 2 groupes reçoivent le message et décident de l'appliquer. Voici que dans l'endroit où je travaille, moi, il y a une idée qui germe dans une journée pédagogique spéciale de 700 personnes dans un auditorium à la Polyvalente de Charlebourg, une idée qui germe qui s'appelle « Cueillette de jouets de guerre pour construire un monument de la paix ».
on décide de proposer aux enfants d'apporter à l'école des jouets de guerre. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? On promet aux enfants qu'on va construire un monument. S'il y a un peu de jouets, on aura un joli petit monument. S'il y a beaucoup de jouets, on aura un énorme monument. Et ça marche. Dernière semaine d'octobre 1986, dans toutes les classes, il y a une boîte qui est vite remplie. Rendu au mercredi, il se prend une deuxième boîte. Les enfants y croient. Les parents appuient le mouvement. On a donc une tonne astronomique de jouets. Et ces jouets recueillis, on les a photographiés. Gymnase double de l'école secondaire polyvalente de Charlesbourg. On a pris des photos de proche, avec zoom, d'autres photos de loin, mais on a tous les jouets. Et avec ces jouets, on a fabriqué la murale qui est là. Et il y avait tellement de jouets qu'on n'avait plus de place à les mettre dans la murale. On a donc installé au bas de la murale un caisson de bois d'1 mètre de haut, grillagé, avec tous les jouets que les enfants nous avaient envoyés. Et qu'est-ce qu'on découvre? D'abord, les jouets étaient tous en plastique. Les jouets apportés en plus grande quantité portaient le nom d'une émission de télévision. G.I. Joe. On en a reçu des tonnes de G.I. Joe. Des personnages en plastique, pas très chers. Des sous-marins, des porte-avions, G.I. Joe. Le même nom qu'une série télévisée qui s'appelait G.I. Joe. Le deuxième jouet le plus apporté s'appelait Transformers. Est-ce que quelqu'un dans cette salle a vu passer des Transformers? Levez la main, s'il vous plaît, que je vérifie pour être sûr que personne dort. On lève. Même si on ne les a pas vus, on lève la main. Des G.I. Joe et des Transformers, la compagnie Hasbro, la compagnie qui vendait des jouets, payait une chaîne de télé pour diffuser sa série une fois par jour en anglais à la chaîne ABC aux États-Unis, une fois par semaine en français à TVA. Et quand la série avait été diffusée tout le mois de septembre, tout le mois d'octobre, tout le mois de novembre, et que le Père Noël appelait dans n'importe quelle maison de grands-parents du Québec, du Canada, des États-Unis, et maintenant que je vais en Europe, je peux vous dire que dans tous les pays d'Europe, notre Père Noël appelait là-bas aussi. Et les adultes n'avaient pas le choix pour faire briller les yeux des enfants à Noël. Il faut leur apporter des G.I. Joe et des Transformers. Hasbro. On découvre ça en 86, après avoir reçu les jouets que les enfants nous ont apportés. On n'avait pas prévu ça, nous. Et voici ce qu'on découvre. Les jouets portent le nom d'une série en dessin animé, G.I. Joe et Transformers. Qu'est-ce qu'il y avait dans les deux séries? Qu'est-ce qu'il y avait dans ces deux séries? On ne le savait pas, nous. On n'a jamais compté le nombre d'agressions qu'il y avait dans les séries pour enfants. 84 à l'heure dans G.I. Joe, 81 actes d'agression à l'heure dans Transformers. Toutes ces agressions s'en vont dans un cerveau d'enfant qui n'est pas encore stupide, mais qui ne sait pas du tout à quoi ressemble la vie, à quoi ressemble le monde. Il reçoit ces messages-là. Et cet enfant, dès que l'émission est terminée, G.I. Joe ne s'est pas fait crever les yeux aujourd'hui, mais demain, les méchants vont revenir. Et cet enfant, il finit la journée et il passe la nuit. Son cerveau repasse des extraits. Il est inquiet, cet enfant. Et le lendemain, il veut être sûr que sa maman va l'avertir à 4 heures pour ne pas rater sa série télévisée. Hasbro. Abuseur d'enfants. Hasbro. Abuseur d'enfants. Et abuseur de papa et de maman et de grands-parents qui sont obligés d'acheter ces jouets-là à l'enfant.
On a appris plus tard que les séries télévisées étaient aussi diffusées dans 80 pays du monde. C'est toujours le même héros, toujours avec la même morale. Les méchants, on ne peut rien faire avec eux, M. Jacques. Ils ne comprennent rien. Les bons essayent d'expliquer aux méchants qu'il faut arrêter d'être méchants. Ils ne comprennent pas. On n'a pas le choix. Il faut que les bons tuent les méchants. J'avais l'impression, quand le père Bush a déclenché la première guerre du Golfe, j'avais l'impression d'entendre les personnages de la série télévisée de 86. Et quand le fils est retourné, quelques années plus tard, j'ai entendu les mêmes paroles. J'aurais pu prendre des extraits de G.I. Joe de Transformers et les remettre dans leur bouche. Et ces cadeaux, on les offrait pour Noël. Est-ce que quelqu'un se souvient encore que Noël, c'était supposé être paix sur la terre aux hommes de bonne volonté? Est-ce que quelqu'un s'en souvient? Ça lève pas fort. Ça lève pas fort. Ça, c'est mieux. Pour la circulation, c'est mieux. Pour voir la paix, il faut tuer les méchants. Oh, pas le choix. Tu es obligé de tuer les méchants. En 87, dégoûté d'une stratégie comme celle-là, utilisée par une compagnie de jouets, nous publions avec un groupe qui s'appelle Passy-Joue. Passy pour paix, joue pour compléter, jouer. On publie un guide pédagogique qui contient une trentaine d'activités éducatives, toutes des activités pour que les professeurs, les enseignantes, les enseignants puissent sensibiliser les enfants à la gravité de la guerre. C'est pas un jeu. Et dire aux parents, arrêtez de vous laisser prendre vos enfants en otage pour leur offrir des saloperies semblables. En 88, la manifestation pour la paix qui s'est déroulée à Montréal le 29 octobre avait comme slogan « La guerre n'est pas un jeu ». Et vous avez vu sur l'affiche la console de jeux vidéo. En 95, la CEQ ne lâchait pas le moton. On est allé déposer un mémoire au CRTC pour y dire quels sont les ravages causés par les émissions violentes que les enfants regardent. En 2000, il y a peut-être parmi vous des personnes qui assistaient au colloque des écoles vertes Brundtland qui portait sur la publicité à l'école. Le thème du colloque était l'école marketing. Toutes ces choses que je viens de vous raconter, c'est les organisations syndicales des enseignants qui faisaient ça. Ce n'est pas enlevé des communautés religieuses, ni des associations pour la santé publique, ni les infirmières, ni les avocats, non, les enseignants.